Alors Guillaume, maintenant, va reparler de l'instrumentation bipolaire grâce à l'expérience qu'il a eue avec Stéphane Wolf à Saint-Joseph d'une instrumentation bipolaire sans greffe, mini-invasive, chez l'adulte. Et il va nous faire part de ce qu'ils ont observé. Pardon. Bonjour à tous, je remercie l'Académie de m'accueillir pour vous faire part de nos travaux et Monsieur Dubousset évidemment qui m'a proposé donc de vous présenter l'évolution de nos résultats puisque je crois que Stéphane Wolf les avait présentés il y a quelques années et donc on a continué de suivre ces patients et d'étudier leur évolution. Alors tout d'abord, je vais essayer de vous préciser les raisons qui nous ont poussé à appliquer cette technique un peu particulière à la chirurgie de l'adulte. Et là, vous allez voir qu'on va parler de taux de complications qui prêtent beaucoup moins à discussion que la prothèse discale, ce qui rend les choses un peu plus faciles dans leur jugement, puisque en fait, ces arthrodèses étendues de la colonne vertébrale chez l'adulte, lorsqu'elles sont réalisées après 60 ans, ont des taux de complications très élevés, aux alentours de 40%. Que le taux de réintervention, lorsqu'on réalise des fusions qui vont s'étendre jusqu'au bassin, s'élève là aussi jusqu'à 40%, et qu'elles impliquent des complications neurologiques très importantes, notamment lorsqu'on est obligé de réaliser des gestes de correction de type d'ostéotomie, où on va faire des ostéotomies dans le corps vertébral, ce qu'on appelle les pedicule subtraction ostéotomie, avec des taux de complications neurologiques qui s'élèvent jusqu'à 11%. Et nous avions revu dans le service tous nos patients opérés de ces arthrodèses étendues à plus de 10 ans de recul et relevé chez ces malades-là, dans cette population de patients, un taux de réintervention également très élevé, aux alentours de 20%. Tout est étendu de montage confondu. Alors, on nous a beaucoup questionné sur ce projet d'appliquer cette technique chez l'adulte, puisque Lotfi vous l'a bien expliqué, le gold standard de la prise en charge de ces déformations rachidiennes, pour que ça marche, c'est de réaliser une fusion complète, de faire une greffe osseuse, que c'est le seul moyen d'obtenir un bon résultat. Et d'autre part, il est maintenant communément admis qu'il est nécessaire d'implanter énormément de matériel, en tout cas des vis au plus grand nombre d'étages, pour obtenir la correction la meilleure possible. Et à contrario, on a fait la constatation qu'on réalisait également chez l'adulte des expériences d'instrumentation sans greffe dans des pathologies autres que la déformation, comme les métastases rachidiennes, comme en traumatologie où on fait des fixations percutanées, avec des résultats qui, somme toute, finalement sont satisfaisants, sans qu'on soit obligé de reprendre les patients pour réaliser des arthrodèses définitives. Et puis, on a également bénéficié de l'expérience de nos collègues pédiatres qui ont, pour certains, abandonné l'idée de réaliser des greffes définitives après des instrumentations sans greffe pour guider la croissance dans ces déformations importantes. Alors, on a donc décidé de mener une étude prospective dans notre service en incluant tous les patients nécessitant une chirurgie d'arthrodèse étendue jusqu'au bassin dans le cadre d'une déformation rachidienne. C'était les critères d'inclusion. Et puis, on a évalué évidemment les résultats fonctionnels et radiologiques au plus long recul, en simplifiant un peu les résultats fonctionnels par rapport à ce qu'on peut le voir dans la littérature classique chez ces patients, puisque les critères d'inclusion nous imposaient d'inclure également des patients relevant de pathologies type scoliose neuromusculaire, où l'évaluation par score clinique classique est quand même difficile. Raison pour laquelle on s'est basé sur un score simplifié. Alors la technique, elle est tout à fait similaire à celle que vous a développée Lotfi Miladi, avec une période de traction préopératoire pour les déformations les plus sévères, mais pas toujours. Et puis c'est une chirurgie réalisée par deux abords mini-invasifs, un supérieur pour implanter deux pinces pédiculo-suslamaires, c'est les crochets que vous voyez sur la droite en haut, et un ancrage inférieur réalisé à l'aide de deux vis iliosacrées connectées aux tiges par ce petit adaptateur que vous voyez ici. Dans le service, alors l'implantation de la vis iliosacrée, c'est quand même
un certain challenge et chez les patients marchands, il est important d'éviter les structures neurologiques et puis de réaliser une implantation la plus précise possible. Et donc, on a développé depuis 2016, de manière concomitante avec l'application de cette technique, des techniques d'implantation naviguée de ces vis iliosacrées où petit à petit, on a fait progresser cette technique. On arrive maintenant à naviguer directement la direction du trajet de la vis iliosacrée en faisant un masque du connecteur à travers lequel la vis iliosacrée doit être implantée. Ce qui a permis de simplifier la procédure et de la sécuriser. Alors, je vous donne quelques exemples des patients qu'on a pu traiter dans le service et vous allez voir que le type de patient peut être très disparate. Cette patiente âgée de 25 ans qui présentait cette déformation sévère, et c'était la première patiente inclue dans la série, et qui peut se rapprocher des types de patients que l'autre fille a pu vous présenter. Et à contrario, cette patiente de 75 ans, déjà opérée d'une laminectomie et qui a présenté cette déformation importante, avec une kyphose thoracolombaire majeure, et vous voyez la correction qu'on a pu obtenir grâce à ce montage en évitant d'aborder le sommet de la déformation. Alors finalement, dans cette série, on a inclus 69 patients, et donc Stéphane Wolf vous avez présenté les résultats préliminaires de cette série qu'on a publiée. L'âge moyen était de 45 ans et donc les étiologies très diverses, 27 patients souffrant d'une infirmité motrice cérébrale, 32 scolioses idiopathiques, 4 scolioses dégénératives et 6 camptocormies dans le cadre de maladies de Parkinson ou Parkinson-like. La courbure principale était aux alentours de 62 degrés et donc on est maintenant à un recul de plus de 2 ans. Alors concernant les résultats de la chirurgie, il faut savoir que dans cette série, 10 patients avaient déjà été opérés préalablement de laminectomie ou d'arthrodèse segmentaire. La durée opératoire était aux alentours de 4 heures et la perte sanguine évaluée aux alentours de 50 cm3 par niveau arthrodésé. Et dans 5 cas, on a associé des gestes de laminectomie ciblés pour des sténoses canalaires associées. Alors, la durée d'hospitalisation était aux alentours de 18 jours, ce qui est relativement élevé, en tout cas, on n'a pas mis en évidence de différences significatives avec les arthrodèses réalisées de manière classique. Et ça tenait surtout au fait qu'on a inclus dans cette durée opératoire la durée de traction pour les patients qui nécessitaient cette période pendant 8 à 15 jours. Les résultats qu'on a obtenus étaient bons dans 32 cas, moyens pour 8 patients, et 3 patients avaient de mauvais résultats, et je vais vous en détailler les raisons. Sur le plan radiologique, je ne vais pas vous détailler tous les calculs qu'on a fait en termes de correction, mais ce qu'il faut retenir, c'est que la correction de la courbure principale était tout à fait acceptable et comparable à celle qu'on peut obtenir avec des techniques classiques en allant instrumenter le sommet de la déformation aux alentours de 40%, avec une restauration tout à fait correcte de l'équilibre global du rachis, que ce soit dans le plan frontal ou dans le plan sagittal. Quelques exemples pour illustrer les résultats qu'on a obtenus. Un patient très agité qui présentait cette infirmité motrice cérébrale avec une déformation relativement réductible. Ici, un patient complètement différent, une femme de 57 ans qui avait une scoliose lombaire dégénérative, chez qui on a décidé également de réaliser cette correction à l'aide d'un montage bipolaire et qui a permis de restaurer à la fois un équilibre sagittal et frontal tout à fait honorable. Là encore, un autre cas d'une pathologie dégénérative, 64 ans, chez une patiente qui avait été opérée à 4 reprises d'une chirurgie lombaire, avec le résultat que vous voyez ici. Ou encore ce patient qui présentait une dystrophie musculaire familiale avec cette déformation majeure. Il s'agissait d'un patient marchand, avec le résultat que vous voyez ici sur les radios de droite. Alors, ce qui nous intéresse, c'est de savoir si cette technique, comme je vous l'ai dit, compte tenu du fait que les techniques que l'on employait jusqu'à présent étaient pourvoyeuses d'un taux élevé de complications, nous, ce qui nous intéressait de savoir, c'est si, au-delà du fait qu'on obtenait des résultats similaires, on arrivait à réduire ce taux de complications. Et bien, sur le plan médical, les choses sont assez spectaculaires puisque aucun des patients de cette série n'a présenté de complications médicales. En revanche, les complications chirurgicales étaient au nombre de 3, neurologiques, infectieuses et mécaniques. Et elles ont conduit à un certain nombre de réinterventions, là encore, puisque un tiers des patients de cette série ont été réopérés, 4 patients 2 fois et 2 patients 3 fois, soit 31 nouvelles interventions sur le total de la série.
Alors, en ce qui concerne la complication neurologique, il s'agissait d'un patient présentant un syndrome de Mobius qui avait une paraparésie préopératoire. Il a bénéficié d'une traction préopératoire et d'une chirurgie réalisée sous traction. Et à l'installation de la traction sur la table, il a présenté une première modification des potentiels évoqués moteurs. Puis les choses se sont normalisées, ce qui nous a permis de réaliser la chirurgie. Mais au moment de la correction de la déformation, de l'implantation des tiges, il y a eu une nouvelle alerte des potentiels évoqués moteurs, ce qui nous a conduit à enlever le matériel et le patient s'est réveillé avec une tétraparésie qui a partiellement récupéré par la suite. En dehors de cette complication neurologique, il faut faire l'état des lieux en ce qui concerne les infections du site opératoire. Elles étaient au nombre de 10 et intéressaient surtout le groupe de patients infirmes moteurs cérébraux. On sait que c'est une complication qui nous préoccupait grandement dans le cadre des arthrodèses standards que l'on réalisait chez ces patients. Et c'est un point qu'on n'a pas réellement réussi à régler, malgré le fait que cette technique soit moins invasive pour ces patients-là. Et puis vient ensuite les complications mécaniques avec deux principales qui ont été le problème de déconnexion au niveau de la pièce intermédiaire entre la tige et la vis iliosacrée, ce que je vous ai montré tout à l'heure, et puis les problèmes de rupture de tige. Alors ces deux complications principales sont survenues essentiellement chez les patients adultes et on a finalement eu très peu de complications mécaniques dans le groupe des patients infirmes moteurs cérébraux. Le problème des ruptures de tige survenait la plupart du temps à un délai d'environ 18 mois, toujours à peu près au même niveau, aux alentours de L1, L2. Et on a également relevé 4 cas de rupture de tige itérative et notamment 3 cas chez des patients qui ont cassé leur tige contralatérale après avoir été réopérés et chez qui on n'avait pas changé cette tige contralatérale initialement intacte. Ce qui nous a fait changer maintenant notre façon de reprendre ces patients. Alors, je voudrais revenir sur ce problème des ruptures de tige parce que vous avez, comme je vous l'ai dit au début, constaté que ces complications mécaniques, eh bien, la chirurgie princeps n'est pas indemne de ce type de complications. Et je voudrais faire un petit focus sur ce papier très récent qui est sorti. Il s'agit d'une grosse cohorte de patients présentant des chirurgies de déformation de l'adulte, 230 patients revus à 4,5 ans de recul, répartis en deux groupes. Un groupe de patients qui a bénéficié d'une fusion intersomatique L5S1 et un groupe de patients qui a bénéficié d'une fusion sans arthrodèse antérieure associée. Et ils ont relevé dans ces deux groupes des taux de rupture de tige aux alentours de 14 et 18%, sans différence significative entre les deux groupes. Un taux qui est similaire à celui que finalement on a rapporté dans notre série, à la nuance près que cette série fait état de ses résultats, un recul de 4 ans et demi, lorsque nous n'en sommes que pour l'instant à 2 ans. Et en fait, le fait de consolider cette arthrodèse avec une cage antérieure, une greffe antérieure à l'étage L5S1, n'a fait que déplacer le lieu de la rupture de tige plutôt que de diminuer ce risque de rupture de tige. Ici, l'exemple d'un patient de notre série qui présentait un syndrome de Smith-Magenis, un patient marchand assez agité et chez qui nous avions réalisé cette fixation bipolaire et à 2 ans de recul, il a présenté cette rupture de tige. Alors, pour essayer de pallier à ce problème, puisque l'objectif est d'arriver à obtenir cette ankylose avec le temps, cette ankylose spontanée de la colonne vertébrale sans réaliser de greffe, eh bien, nous avons pris le parti pour l'instant de renforcer le montage à l'aide de 4 tiges en espérant gagner cette course entre la fusion spontanée de la colonne vertébrale et la faillite du matériel. Le deuxième problème auquel nous avons été confrontés, c'est le problème de la fixation inférieure avec ces problèmes de déconnexion. Alors, pour pallier à ce problème, nous avons initialement ajouté des vis d'extension iliaque. Il en existe différentes sortes. S2AI, c'est un acronyme anglais qui veut dire S2 Alar Iliac Screw. C'est un type de vis iliaque que nous avons utilisé pour renforcer ces montages, pour renforcer l'ancrage pelvien. Et puis, la société avec laquelle on travaille à développer de nouveaux connecteurs qui ont permis de rendre cette connexion entre la pièce qui va recevoir la tige et la pièce qui reçoit la vis iliosacrée complètement imperdable, ce qui a permis de régler ce problème de déconnexion.
Alors finalement, en conclusion, on rapporte donc dans cette série à 2 ans de recul près de 33% de réopération, ce qui est pour l'instant un résultat un peu décevant dans la mesure où il n'est pas réellement meilleur que la technique Princeps. En revanche, le taux de complications médicales a été drastiquement réduit et pour nous, c'est une vraie avancée, d'une part, et d'autre part, si on fait la différence entre les types de patients, puisque vous avez vu que les patients inclus dans cette étude sont très disparates, pour les patients infirmes moteurs cérébraux, les scolioses neuromusculaires, qu'elles soient enfants ou adultes dans notre série, eh bien, le résultat est assez spectaculaire, qui permet de diminuer ce taux de complications médicales et le taux de complications mécaniques, même si pour l'instant, le problème de l'infection n'est pas réglé. Et enfin, il reste ce problème des complications mécaniques chez les patients adultes. Alors, nous n'avons pas constaté de récurrence de ces complications mécaniques depuis que nous avons réalisé ces améliorations techniques. Cependant, l'instrumentation de la charnière lombo-sacrée reste quand même un vrai challenge. Donc, il faut trouver les moyens de la renforcer et peut-être que la solution est dans ces nouveaux connecteurs. Mais il y a aussi un problème de correction de la charnière lombo-sacrée puisque dans certains cas, cette syphose très basse peut être difficile à contrôler simplement avec les vis iliosacrées qui constitue un axe autour duquel la bascule du bassin va se faire, rendant difficile de contrôler la restauration d'une version pelvienne correcte. Et c'est peut-être dans ces cas-là qu'il faut discuter d'y adjoindre encore d'autres types de fixation iliaque. Ici, un exemple pour illustrer ce que je viens de dire. Une patiente qui avait été opérée d'une déformation dans l'enfance avec des tiges de Harrington, qui a présenté un syndrome jonctionnel, donc une syphose sous l'arthrodèse, nécessitant une nouvelle chirurgie de correction compte tenu du déséquilibre que cela engendrait. Nous avons réalisé une fixation bipolaire qui n'a pas permis de restaurer un équilibre, notamment dans le plan sagittal, suffisant. Et on le voit au fait qu'elle continue de plier les genoux pour garder un axe vertical à l'aplomb de son bassin. Et on a été obligé de la reprendre pour réaliser, dans ce cas-là, une ostéotomie transpédiculaire. Enfin, il reste le problème des ruptures de tiges. Il faut trouver la solution qui va nous permettre d'obtenir cette fusion spontanée avant que la rupture de tige ne survienne. Et là, on est devant plusieurs points d'interrogation. Est-ce qu'il faut accélérer ce processus de fusion et donc renforcer la greffe au moins dans la zone lombaire qui est la plus sollicitée et pour accélérer l'obtention de la fusion dans cette zone de stress importante? Mais est-ce qu'on ne va pas, comme lorsqu'on réalise une arthrodèse L5-S1 dans le papier que j'ai montré, déplacer la zone de stress et s'exposer à des complications au-dessus de la zone qu'on aura greffée? Est-ce qu'il faut augmenter la rigidité du montage en réalisant des montages à 4 tiges tels qu'on commence à le faire, mais avec quel alliage la question se pose, puisque la rigidité est très variable en fonction de l'alliage qu'on va utiliser. Est-ce qu'il faut, à contrario, préserver un certain degré d'élasticité pour éviter de se retrouver confronté à un stress trop important qui va précipiter la faillite du matériel, mais est-ce qu'il n'y aura pas un risque dans ces cas-là de s'exposer à une perte de correction? Donc toutes ces questions restent en suspens et pour l'instant, il va falloir qu'on choisisse des chemins d'études pour arriver à progresser et à trouver la solution idéale qui permettra de limiter ces complications. Et puis à côté de ça, on a d'autres perspectives, c'est parce que le travail que je vous ai montré s'est appliqué à des déformations qui nécessitent des corrections étendues jusqu'au bassin, mais probablement qu'elles peuvent aussi s'adresser à des pathologies qui ne nécessitent pas nécessairement la prise du bassin, d'inclure l'arthrodèse, d'inclure le bassin dans l'arthrodèse, que ce soit des scolioses idiopathiques ou des dystrophies rachidiennes de croissance, comme les radios que vous voyez à la partie basse. Alors, pour terminer, le défi qui nous reste à relever pour explorer les possibilités liées à cette fixation bipolaire chez l'adulte, eh bien, ce sera tout le travail qu'il y a autour de la bonne sélection des indications. Et puis, il faudra également
améliorer la faisabilité de la technique, puisqu'avec tous ces petits progrès qu'on essaye d'ajouter, ça complexifie quand même la réalisation de cette technique et ça la rend finalement, ça augmente la courbe d'apprentissage de la chirurgie et ça la rend pas nécessairement plus facile qu'une arthrodèse classique. Et puis, il faudra qu'on évalue à long terme l'obtention de cette fusion spontanée, les résultats fonctionnels et puis les taux de réintervention en fonction des chemins qu'on aura choisis pour faire progresser cette technique. Je vous remercie. Des questions, des éclaircissements, des perspectives nouvelles? Est-ce qu'il y a des recherches sur le matériau lui-même, sur ces tiges? Est-ce que leur flexibilité peut être éventuellement améliorée ou non? Pour moi, c'est un grand point d'interrogation. On a nos collègues biomécaniciens qui travaillent là-dessus. Mais en fait, pour l'instant, ce qui rend un peu perplexe, et on l'a évoqué dans les différents débats qu'on a eus précédemment, c'est qu'on est soumis à une réglementation drastique pour pouvoir implanter un nouveau matériel, mais il n'y a strictement aucune réglementation pour autoriser ou nous laisser la possibilité d'étudier des stratégies chirurgicales différentes. Et donc, on se trouve confronté dans une même pathologie à constater que des gens vont réaliser des chirurgies totalement différentes pour la même pathologie. Et en ce qui concerne les alliages et les tiges, il y a des équipes qui vont choisir de continuer à faire des montages avec des tiges de diamètre 5,5 en titane allié, d'autres qui vont utiliser du chrome cobalt, d'autres qui vont utiliser du diamètre 6, d'autres qui vont utiliser 2 tiges sur la partie lombaire, d'autres des doubles tiges. Voilà. Et en fait, et le problème, c'est qu'on peut plus arrêter. Enfin, c'est impossible de savoir quelle est l'amélioration technique qui aura permis. Un résultat, voilà, davantage. Voilà, je trouve que ça rend les choses difficiles. C'est un sujet très compliqué finalement. C'est tout le problème de l'autorisation de nouveaux matériels provisoire, avec une autorisation d'utiliser ce nouveau matériel de manière provisoire pendant 3 ans, 4 ans, et de faire l'évaluation après et de voir si ça apporte quelque chose de oui ou de non. Donc, ça sera continu, ça, à mon avis. Ça sera de manière permanente. L'innovation, elle est indispensable et elle se fera tout le temps et jusqu'à la fin des temps. Une intervention de Pascal Richman, notre vice-président. Oui, c'est un problème qui est commun à l'ensemble des sociétés savantes. Et il faudrait qu'on ait une réponse là aussi standardisée, que ce soit par rapport à nos patients ou également aux autorités de tutelle. J'ai déjà parlé ici du principe des tracker studies qui avait prévalu au développement des stents coronariens il y a plus de 20 ans, puisqu'il y avait beaucoup de propositions d'évolution technique de ces stents. Les premiers n'existent plus, bien évidemment, et pour éviter à chaque fois d'avoir à faire des études randomisées, encore côté coronarien, il y avait beaucoup de patients, chez vous il y en a évidemment beaucoup moins, eh bien, on faisait donc ce qu'on appelle ces tracker studies, c'est-à-dire les items de sélection des patients et de jugement des résultats restent en gros les mêmes avec le temps, et on fait des séries prospectives qui sont donc des groupes prospectifs et non pas des séries randomisées, mais qui sont aisément comparables, éventuellement en appliquant des scores de propension, mais qui permettent de gagner énormément de temps et de pouvoir enfin comparer de façon fiable. Je ne sais pas si ça répond à la question posée par Albert Claude, mais chaque équipe pouvant s'attribuer, bon, ben, ici du titane, ici un autre matériau que vous avez cité, mais à ce moment-là, c'est centralisé par la société savante et c'est un engagement prospectif avec la tutelle principale qui est la HS. Bon, je résume au maximum pour ne pas être trop long, mais c'est un principe qui existe et qui devrait être développé, standardisé au niveau de toutes les sociétés savantes.
C'est ça. Allez-y. Oui. Oui, merci d'abord pour cette excellente présentation. Je voulais juste évoquer que la FDA encourage beaucoup le développement de ce qu'on appelle les in silico clinical trials, c'est-à-dire que utiliser le numérique à bon escient pour justement explorer si on met un diamètre 6, un diamètre 5, etc. Parce que le numérique, à condition que les maquettes virtuelles soient au point, permet de balayer, de cerner un peu les indications dans lesquelles telle option ou telle option est plus intéressante. Alors, ça n'est pas encore courant, mais c'est clair que la FDA utilise ce mot in silico pour informatique, clinical trials, et je pense que ça fait partie de ce qui est amené à arriver dans l'avenir. On fait bien de la fatigue artificielle sur de matériel, en particulier en aéronautique, l'usure de tel ou tel dispositif peut être complètement provoquée de manière artificielle sur des bancs d'essai. Et on imagine que peut-être que pour les tiges, ça pourrait être oui, bien sûr, exploré de manière équivalente. Après, c'est une question de moyens. C'est certainement qu'il a la solution, parce que de toute façon, on n'arrivera pas, je crois, à trouver une preuve clinique de la supériorité de tel ou tel alliage. C'est impossible. On ne peut pas faire d'études randomisées à cette échelle-là. Mais ce qu'il faut comprendre dans le travail qu'on fait là, c'est que c'est aussi un concept qui va quand même à l'encontre de ce qui est pour l'instant communément admis en matière de nombre d'implants qui sont mis en place dans la colonne vertébrale. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les contraintes sur une tige ne sont pas du tout les mêmes quand le bras de levier est extrêmement important avec 2 pôles d'ancrage par rapport à une tige sur laquelle on va venir fixer des vis pédiculaires à tous les étages, à chaque vertèbre. Ce pas du tout les mêmes contraintes. Et donc, pour l'instant, enfin, je veux dire, dans la communauté des chirurgiens du rachis, le fait de passer à des systèmes de correction qui vont se limiter à un ancrage au pôle supérieur et au pôle inférieur, c'est déjà quelque chose qui est travail à faire. C'est déjà une avancée. Oui, enfin voilà, au moins une hypothèse de travail. Voilà, c'est déjà une première hypothèse de travail avant d'embarquer tout le monde sur le travail de quel sera le matériel idéal pour répondre aux objectifs qu'on s'est fixés. Jacques, un petit mot de synthèse avant celui de deux Jean. choses en ce qui concerne le nouveau règlement. D'abord, la FDA n'a pas changé sa façon n'a pas changé son règlement concernant la circulation des implants, etc. Donc l'Europe était un terrain d'expérimentation pour les Américains qui ensuite rachetaient les boîtes françaises dès que le produit était intéressant pour elles. Aujourd'hui, il faut savoir qu'avec la nouvelle réglementation, l'expérimentation va se faire en Amérique du Sud et va se faire en Asie, très probablement. Donc il va y avoir un déplacement. Moi, j'ai une question plus directe par rapport à ton travail qui est tout à fait intéressant. C'est de savoir dans les cas où vous êtes intervenu, je suppose que tu n'as pas trouvé d'ossification comme dans les précoces infantiles. Donc il n'y avait pas de barre osseuse au niveau de ce qui peut expliquer la fracture de tige, le fait de la mobilité conservée. Je comprends très bien que maintenant vous mettiez 2 tiges de façon à rigidifier un peu plus le montage. Donc ma question est directe, est-ce que vous n'avez pas trouvé d'ossification, je suppose? Pas systématiquement, mais en fait, sur certains patients, on a constaté des ponts de fusion qui débutaient, qui entouraient les tiges. Et on a été obligé parfois de décortiquer les tiges pour pouvoir enlever la tige cassée. Alors, ça, tu devrais insister là-dessus parce que ça n'apparaît pas dans ton topo-là. Il faudrait que tu le dises, ça, que tu le démontres bien. C'est très intéressant, très intéressant. Oui. Et à des délais relativement courts, puisque le délai de reprise moyen pour l'instant, c'est 18 mois. Le problème, c'est que c'est, pour l'instant, aléatoire. On ne sait pas qui va fusionner et dans quel délai. Et c'est là. Mais il faudrait que tu dises ce que vous avez trouvé sur le plan local dans les cas de réintervention, parce que tu le dis, on a des tiges cassées, on a des infections. Dans le rachis, on sait très bien qu'il y a un pourcentage d'infection qui est supérieur, qui est aux alentours de 10%, malheureusement, c'est comme ça. Et le fait de faire du mini-invasif, ça diminue le taux d'infection, je suppose, au niveau du rachis, où ça devrait diminuer normalement. Mais dans les cas de vous êtes réintervenu sur des tiges cassées, je pense qu'il faut que tu
développe ce chapitre pour expliquer que dans un pourcentage X, vous avez trouvé une fusion rachidienne tout au moins au niveau postérieur. Oui, tout à fait. Moi, je voudrais quand même dire que quand j'ai décrit la vie silio-sacrée, je l'ai décrite de manière à ce que on conserve la mobilité antéro-postérieure pour que le patient s'adapte à cet équilibre. Et que donc, plutôt que de chercher une rigidité permanente, ne vaudrait-il pas le mieux essayer de retrouver un équilibre global de l'individu lui permettant de pouvoir retrouver cet équilibre. Ça, il ne faut jamais oublier ça. Quand j'ai décrit la vie silio-sacrée, je ne cherchais pas à avoir une fusion, une rigidité parfaite. Je pensais que c'était, si on pouvait garder une certaine mobilité dans un sens, le patient lui-même se mettrait dans la situation du cône d'économie, c'est-à-dire que dans ce cône où on tient debout tout seul, ou presque. C'était ça mon idée initiale pour la vie silio-sacrée. Et là, je souhaiterais personnellement qu'il y ait des travaux qui se fassent là-dessus et de comparer l'hyper-rigidité et la self-adaptation. Moi, je suis arrivé à Saint-Vincent-de-Paul en 1981. Jean Dubousset nous embêtait avec les distractions. Il nous expliquait la correction de la déformation, c'est une déformation tridimensionnelle. Donc, le Cottrell Dubousset était là pour corriger dans les 3 plans de l'espace. Or, le Harrington, à l'époque, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait juste une distraction frontale. Et il s'y faisait. Et Jean Dubousset nous disait, mais c'est pas bon, il faut corriger dans les 3 plans. Alors, toi, quand tu fais de la distraction dans la scoliose idiopathique, tu oublies les autres plans de Jean Dubousset. Enfin, non, c'est les 3 plans, c'est ça. Alors, oui, non, mais ça je suis entièrement d'accord, mais je vais quand même faire. Oui, je veux bien répondre. Philippe, je suis entièrement d'accord avec toi, sauf que il faut pas oublier qu'en faisant de la distraction, on fait de la détorsion. C'est-à-dire que quand tu prends un fil électrique qui est tordu comme ça, quand tu le tires, il se détord et retrouve, voilà. Et ce que je dis, moi, je dis que la colonne vertébrale est un organe à mémoire de forme. Donc, quand il y a une déformation, il y a un collapsus. S'il n'y a pas de collapsus, il n'y a pas de déformation. Le concept du bipolaire, c'est d'éviter le collapsus. C'est-à-dire, tu retends la colonne et progressivement, elle retrouve sa morphologie initiale. La preuve, je t'ai montré des cas que j'ai traités par une tige unique ou par 2 tiges, où le dos était très creux au début et il est devenu un profil quasi physiologique. C'est ce qu'on appelle la détorsion bipolaire progressive. Ça, je suis d'accord. Oui, non, moi je suis d'accord avec ce que dit l'autre fille, et en l'occurrence là, c'est quand même des cas, ceux qu'on a inclus sont des cas qui nécessitaient une fusion jusqu'au bassin, ce qui n'est pas le cas de la scoliose idiopathique du tout. C'est pas du tout les mêmes malades. En tout cas, ceux qu'on a traités pour l'instant, j'ai ouvert un peu les choses en parlant de perspectives possibles, mais c'est très clairement pas ce qui correspond à notre pratique clinique quotidienne. L'objectif de cette technique, en tout cas pour l'instant chez l'adulte, c'est surtout de restaurer l'équilibre global. Et il est bien évident que l'équilibre segmentaire est probablement moins bien corrigé qu'il ne peut l'être lorsqu'on fait des arthrodèses classiques avec un travail qui va se faire étage par étage. Très clairement. Cependant, le taux de complication médicale est très nettement inférieur, parce que aborder le sommet d'une convexité, parce qu'il est moins invasif, évidemment. Voilà. Aborder le sommet d'une convexité pour aller mettre des implants sur une déformation de plus de 100 degrés, il n'y a que ceux qui ne l'ont pas fait qui ne savent pas les dégâts. Oui, c'est quand même... En fait, vous avez une espèce d'injonction paradoxale entre un système de rigidification, de correcteur, pour corriger, puis en même temps essayer de conserver au maximum ce que dit Jean, c'est-à-dire les mobilités et la souplesse. Donc, c'est une équation
drôlement complexe. Alors peut-être y a-t-il une place pour. Est-ce qu'il y a une place pour des algorithmes d'intelligence artificielle pour vous aider à mieux évaluer l'équation de chaque patient pour avoir une prescription personnalisée, parce que et là on voit qu'avec un seul logiciel on a du mal, et peut-être qu'il faut compiler un très très grand nombre de cas avec des algorithmes qui vont vous permettre de mieux comprendre la meilleure équation particulière pour chaque patient. Je ne sais pas, j'essaye de trouver une manière de globaliser la réflexion sur ces sujets. C'est pour ça que j'ai un peu ouvert la discussion à la fin, c'est-à-dire que là, on est quand même arrivé à un point où on a deux chemins possibles qui seront soit l'augmentation de la rigidité, soit effectivement la préservation d'un certain degré d'élasticité ou de micro-mobilité qui fera que ça limitera les contraintes, avec ce problème plus spécifique à l'adulte âgé, qui est que le cône d'économie physiologique de l'adulte d'un certain âge est probablement pas celui qu'on a décrit. Et on est parfois surpris de se retrouver avec des patients à qui on a voulu redonner un profil physiologique tel qu'on l'a décrit dans beaucoup de papiers maintenant, idéal, et qui ne correspondent pas à celui avec lequel ils sont confortables, parce que il faut leur redonner un regard qui soit peut-être pas forcément complètement horizontal pour pouvoir regarder où est-ce qui marche. Et en fait, voilà. Et enfin, ça, c'est des travaux qu'on a fait récemment avec la Société française de chirurgie du rachis, mais qui montrent bien qu'il y a une évolution physiologique qui se fait quand même un peu vers l'avant avec l'âge avançant. Et donc, ce cône d'économie, il va falloir qu'on arrive à le trouver chez ces patients âgés qui nous posent des problèmes. Alors, il y a encore une dernière question avant de donner la parole à Jean pour qu'il fasse la conclusion de la séance, et en même temps pour vous remercier également de cette belle séance. Merci Guillaume pour la présentation. Je rajoute encore un aspect, je dirais, purement économique. Une vis en France, c'est 150 €. Aux États-Unis, c'est plus de 1200 $. Juste la vis. Donc, quand vous avez un montage comparatif entre un montage avec 30 vis ou 25 vis et 0 vis de l'autre côté, c'est sûr que si on devait faire nos tests basés sur la FDA, on aurait tout faux. Et surtout qu'on utilise des crochets, ça ne s'utilise pas beaucoup, c'est plus tellement up-to-date, comme on dit, outre-Atlantique. Donc tout était dans cette technique complètement à l'opposé de la technique classique. Donc c'est vrai qu'on a eu un petit chemin long, mais qu'on a essayé de consolider avec les éléments essentiels. Est-ce qu'en dehors de la FDA, vous faites école ailleurs qu'en France? En fait, oui, bien sûr, on a démarré dans 23 pays, donc on se développe bien sur un plan, je dirais, scientifique, mais on a besoin pour aller aux États-Unis, on aimerait y aller, mais pour y aller, il ne suffit pas de dire qu'on a un bon matériel qui offre de bons résultats, il nous faut des publications. Donc aujourd'hui, avec les évaluations cliniques, avec les études cliniques et les publications, ça prend 8 ans, 10 ans pour pouvoir arriver aux États-Unis avec des choses qui sont plus que probantes, quoi. Voilà, donc on essaie d'avancer doucement avec nos moyens, mais on y croit beaucoup. Et je me rappelle, je fais un petit clin d'œil aussi à l'autre fille, quand il était venu me voir il y a 12 ans en me présentant le projet, je trouvais ça tellement génial de redonner aux enfants cette mobilité que sans savoir si ça allait marcher ou pas, j'ai répondu favorablement. Et on est très content et tous les jours on se bat pour que cette technique avance avec les imperfections qu'on connaît bien évidemment. Donc on essaie de progresser. Et merci à tous ceux qui nous aident. Voilà.